Allez, c'est parti. On y va, on a tout qui s'affiche. Allez. On va pas se mentir. On vit dans un monde qui parle fort mais qui écoute mal. Ici, on fait l'inverse. On prend le temps. Et aujourd'hui, on écoute. Vraiment. Assalamu alaikum Ismail. On va éviter enfin, c'est bon, allez, on y va. Dedans, je suis un peu de cette génération-là, hein, tu sais, les mangas, Dragon Ball Z, le Ah! foot, Ok. les jeux vidéo. Enfin voilà, moi, mon monde, c'était ça. Vraiment, mon monde, c'était ça. Je n'ai pas grandi, mais du tout, dans une famille religieuse. Que ce soit du côté ouais, du côté de ma mère, oui, mais ma mère, enfin, ils vivent tous au bled. Mais du côté de mon père, donc, ils ont tous grandi en France, à Marseille, et je n'ai pas du tout, mais du tout, grandi dans une famille pratiquante. Mais je sais pas pourquoi, franchement, je sais pas comment l'expliquer. Vers mes 13, 14 ans, je sentais un besoin de la prière, enfin, je sais pas pourquoi, mais comme je le dis, c'est-à-dire alors qu'à cette époque-là, personne ne priait dans mon entourage, hein. C'est-à-dire que même les amis que j'avais, leurs parents également, pour la plupart, ne priaient pas. La prière, c'était pas quelque chose de connu. Quand même quelqu'un priait, pour nous, c'était waouh, tu pries, Ouais. c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dès à chaque ramadan qui passait, je me disais, bon, vas-y, je vais commencer la prière, je vais la commencer. Et vers 15-16 ans, c'est là où j'ai commencé à prier. On avait un pied également dans le Dounia. Enfin, on avait même les deux pieds, les deux bras, mais c'est juste que, Entièrement. voilà, c'est-à-dire, c'est juste qu'on avait commencé à prier avec un groupe d'amis. Et enfin voilà, moi, je voyais mon avenir, mais clairement dans la musique. À l'époque, j'étais avec enfin, les anciens rappeurs marseillais qui ont mis beaucoup aujourd'hui en avant les psychiatres de la rime, Soprano et tout ça. Enfin voilà, c'est Ayam et tout ça. À l'époque, ils Ok. étaient très accessibles et ils mettaient en avant un peu. On restait. Enfin bon, bref, moi, c'était mon monde, c'était ça. C'était les jeux vidéo, les mangas, la musique et le foot, bien sûr. Euh, mais il y avait la prière la prière, je sais pas pourquoi. Donc à l'époque, je la faisais tous les soirs, même. Enfin voilà, tu sais, je savais qu'il fallait faire la prière le soir quand tu rentres. C'est tout. C'était pour moi, c'était pas grave de retarder la prière. Et Ah, Bouija. Tu vois là, tu- depuis le début, c'est très très sombre. Très très Oui, sombre. oui, oui. Foot, manga, rap. Aïe, 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 Oui, aïe. oui. Mais t'as vu ce qu'il a dit au début? Zama, il te Oui. dit oui. Voilà, on était dans une famille soi-disant pas pratiquante ou je ne sais, tu vois. Mais maintenant, peut-être il va te dire c'est le cas, tu vois. Mais ça me rappelle un peu le discours d'Iqiyoussen qui te disait que dans les années, combien c'était 70-80, il y avait les frères Tabluchon, c'est ça, comme dirait l'autre. Ils C'est sont ça. venus, euh, Secouer un comment peu dire, les ouais, familles. secouer la masse un peu, hein. Voilà. Comme il a dit, hein, t'imagines? Il te dit, oui, avant, la salade, je la faisais rattraper. Tu vois, je rattrapais tout Ah, le soir. Donc ça veut c'est dire que pour lui, cette option-là, elle n'est pas valable, tu vois. C'est-à-dire que pour lui, cette option de s'accommoder, hein, comme diraient certains, et des dérogations, là, ça fonctionne pas. Tu te dis non, 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 ça fonctionne pas. aïe, 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 aïe. Très, très sombre. Très, très j'ai sombre. commencé à fréquenter la mosquée du quartier, parce qu'en fait, c'était l'été. Et l'été, avec les amis, donc la mosquée du quartier, ça devenait le point de rendez-vous. En fait, à Dhahr, on se donnait rendez-vous là-bas, à Dhahr, pour aller à la plage. Ouais, pour aller aux Ok. plages.
Mec, ça me tue, alors, mec. On se redonne rendez-vous à la Skémon pour aller à la plage. Yarabak. C'est trop, Oui, mec. mec. C'est trop, c'est trop. Non, mais à ce niveau-là, trop de badila, mec. Trop de badila. Donc la Après, il y a maison de quoi? bain, ça devient un point de rendez-vous. Putain. Il y a bien, c'était Omar Khayyam qui a dit que le Jama, c'est bien pour dormir. Il fait frais. Il fait frais. Exactement. Il fait frais. On est à l'ombre. On est à l'ombre. Putain. Donc, voilà, tu as eu le contraste. Ok, On ok. se donne rendez-vous là-bas. Je vois. Voilà, et on se donne rendez-vous à l'Isha aussi pour le monde de la nuit. Donc, Ok. la mosquée, en fait, est Ya Rabak, Ya Rabak. Ah oui, quand il a dit tout à l'heure qu'il était les deux pieds et les deux mains dans Dounia, Ah il n'a pas là. menti. Il n'a pas Menti. menti. Il y a ça, ça, ça. Tu sais, et après, on va dire, c'est nous, mec. Nous, on n'est jamais allé dans les boîtes. Nous, on n'a jamais bu, les frères. Moi, j'ai jamais fumé. Qu'est-ce que vous Oui, me on racontez, les frères? on Qu'est-ce que n'est vous pas. me racontez? Mais c'est ça le problème. Donc, ouais, je sais pas. Après, peut-être qu'ils te diront que nous, on a bénéficié du fait que eux, ils ont essuyé les plâtres. Peut-être. Les générations sacrifiées, comme on dit. Mais je sais pas, tu vois. Mais peut-être, tu vois. Comme dirait Ikusen, c'est peut-être grâce au frère Tabluchon qu'on n'a pas tout Ah, perdu. Hein? c'est ça. Comme dirait l'autre, Tabluchon. Putain. Mec, t'imagines, monde de la nuit à l'heure de l'Aïcha. Putain, putain, putain. Yaraba. le point de rendez-vous pour. Et petit à petit, en fréquentant la mosquée, tu vois, bon, on commençait à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais attention, c'est-à-dire que pour nous, on ne faisait pas de haram. C'était pour te montrer le niveau qu'il y avait. C'était, on ne faisait pas de haram, on ne faisait rien de mal. C'est juste, euh, voilà, on sort la nuit, la journée à la plage. Enfin voilà. Et à force d'aller à la mosquée, j'ai rencontré ce qu'on va appeler, tu sais, le grand frère. Moi, je suis le plus grand, j'ai deux petites sœurs chez moi, c'est tout. J'ai pas de. Et ce frère-là, qui m'a fait aimer la lecture. Mais vraiment, c'est lui qui Lecture m'a. religieuse ou lecture en règle Ouais, générale? la lecture religieuse, ouais, la Ok. lecture religieuse. En fait, on commence à le fréquenter et Capuja. tout. Il a 10 ans de plus que nous. Donc, elle est. Tu sais, il te parle de lecture religieuse. Ça me rappelle, tu sais, qu'on avait vu le truc sur. Comment il s'appelle ce livre déjà là? De. Merde. Comment il s'appelle là? Aïe, aïe, aïe. Le livre là qu'on avait vu, il avait dit ça apaise les cœurs et ça répond aux questions un peu existentielles, et etc., etc. Ah, c'est Fath el-Bari, mec. Fath Fath el-Bari. al-Bari, voilà, Oui. ça m'avait échappé. Donc t'imagines? Donc c'est ça qu'il est en train de dire un peu. Oui, mais la lecture des sciences religieuses, blablabla. Ah, tu connais, Rey. Ah, Nous, on a entendu d'autres personnes qui nous ont dit hein, que le faire, il te donne le cœur dur, mec. il te Lorsque rend tu, zinzin. Il y en a voilà, qui le lorsque rendent tu le lis, zinzin. et ils te disent il faut faire un peu de dhikr pour contrebalancer tout ça. Donc voilà, de quelle lecture il nous parle en fait, le frère. Moi, c'est ça que je comprends pas. Aïe, aïe, aïe. Très, très Être sombre. honnête. Oui, oui, oui. L'époque où moi j'avais 17, 18 ans, donc lui il en avait 27, 28, il a 10 ans de plus que moi. J'ai Mhm. toujours contact aujourd'hui avec lui. C'est lui qui m'a appris Alif Batasa. Donc c'est Ok. celui qui m'a appris à lire et à qui je dois beaucoup en fait. Hein. On restait avec lui. Le soir, après l'Aïcha, ben, on allait chez lui et ensuite on allait faire des bêtises, tu vois. Mais on allait chez lui avant. Mais quand je rentrais chez lui, je voyais une mektaba de folie, tu vois. C'est quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Moi, Ya Mec, les Rabbak. maktabas, ça les clame, mec. Les Il a bibliothèques, akhlaq. ça les Il choque a pas. akhlaq, mec. Il a akhlaq. Il a akhlaq. Moi, je vous dis, vous connaissez pas la bibliothèque de MDS. Vous n'avez pas Ah, encore vu la bibliothèque de MDS. Voilà, moi, je vous le dis. Moi, je c'est vous le ça le euh, dis. problème. j'avais C'est ça le problème. Non, Alors mais que donc la tu vois, c'est. bibliothèque de Donc tu Tariq vois. Ramadan est vide. Oui, elle était. C'est pas. Mec, ce n'est pas.
Ce n'est, l'imam là, Ismaël Marseille, ce n'est pas en allant chez Ramadan qu'il aurait été impressionné. En tout cas, pas Ah! sur, la bibliothèque qu'on a vue la dernière peut-être qu'il en a une autre, on sait pas, on va pas Oui, tu oui, connais, on va pas bien tailler sûr. à fond comme des fous furieux. Mais par contre, de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est pas comme Mamar, tu vois? Genre Ismaël Marseille, il serait allé chez Mamar, il aurait khla mec, il aurait khla de fou Ah! furieux, genre: «Oh tous ces livres et Exactement. tout». Ya la Pâques. J'avais, une mektaba de CD, de vinyle, à l'époque et lui, Mmh. c'était une mektaba, une vraie mektaba, tu vois? C'était Le contraste. voilà Heu, je vois ça et je le voyais, tu sais? Et à chaque fois, tu sais, qu'on avait des questions et tout, ben, lui, il nous répondait. Mais avant de nous répondre, je voyais, il sortait 55 livres pour, nous mmh, dire: «Attends, attends» et je sais pas, j'aimais ça. J'aimais, tu sais, ça les recherches qu'il faisait et tout mmh. et petit à petit, bah, c'est comme ça qu'on s'est mis à aimer la lecture et tout, sachant qu'à l'époque, il y avait pas de livres en français. Les seuls livres en français qu'il y avait, c'était des livres, tu sais, traduits des éditions libanaises, avec un Ouais. français où tu as mal à la tête en le lisant. Mmh. Donc on n'avait rien, mais vraiment rien, rien. Ah, tu vu? Donc les traductions libanaises, vous n'êtes pas au niveau, les frères. Vous n'êtes pas au niveau. Votre français merdique, voilà, donne mal à la tête aux jeunes. Voilà. S'il vous plaît, élevez le niveau. Merci. Ouais, Rien. aucun support, hein. Mmh. Voilà et c'est, comme ça que, vers mes 17, 18 ans, j'ai commencé à être un peu plus «sérieux» entre guillemets pour, dans ma prière, Mmh. dans ma prière et dans ma pratique et heu et voilà et quelque chose qui bouillonnait en moi, c'était, apprendre ma religion. OK. C'était apprendre ma religion, voilà et c'est comme ça que je me suis, intéressé à la religion mais je ne me voyais pas du tout imam. Loin de là et de toute façon, on pourra en parler comment j'ai eu ce entre guillemets «ce titre-là». Mmh. Mais moi, ce que je Oui, me voyais on par va contre, parler. ouais, étudiant en sciences, ouais. Ça y est, je voulais étudier ma Ouais. religion, À je voulais, Beaujard. Donc ça à 10. Mmh. Tu vois, c'est ça le problème, c'est quoi ça, entre guillemets, pas entre guillemets? Tu as le titre ou tu as pas le titre? Je comprends pas moi. Ah. Pourquoi des guillemets? Je comprends pas. Non, mais franchement, je comprends pas. Je sais pas, mec. En fait, des fois, leur problème, c'est qu'ils aiment bien faire les modestes. En mode, je suis pas un imam, un grand imam. Mais nous, on s'en fout. C'est-à-dire que soit vous avez le statut, soit vous n'avez pas le statut, soit vous avez le titre, soit vous n'avez pas le titre. Arrêtez de penser en mode oui, mais voilà, ça renvoie à ça, ça renvoie à ça. Parce que c'est quoi le problème? C'est qu'il y a l'imam dans le sens de celui qui guide la prière. Donc, ça peut être même un enfant de 10 ans qui peut être imam, dans le sens où il peut guider une prière. Ou sinon l'imam, c'est renvoyé ou rattaché, tu sais, à un titre plus honorifique de savant, par exemple. Comme on dit l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et cetera. Ne t'inquiète pas Ismaël Marseille, on sait que tu n'as pas le niveau de Shafi'i. Ne t'inquiète pas, on le sait, on le sait. Ça se voit, ça s'entend, ça s'entend. Voilà. 17-18 ans, après cette rencontre, et cetera, que vraiment tu as «ressenti» entre guillemets le besoin d'en savoir plus et là donc de creuser ta religion. voilà, ouais, c'est, bon parce qu'on était dans le contraste, enfin voilà, pour te dire, quand on sortait le Ah, soir et tout, mais juste avant, on était avec notre le fameux contraste, putain, le fameux contraste qui parasite l'esprit de tout le monde. frère et tu sais, il nous faisait des rappels, il nous parlait du paradis, il nous Exactement, parlait de l'enfer, il nous exactement. parlait de la mort, il nous parlait J'ai de j'ai j'ai une question Ismaël. Ah, tu Ah vois? mec, C'est tout toujours la pareil. mort, toujours les mêmes sujets, mec. Comme Nader Abou Anas qui faisait khla', qui faisait peur aux jeunes en Andalousie, avec des histoires sur la mort, sur le châtiment de la tombe. Et oui, il faut leur faire peur. Il faut les khla', il faut les choquer, les traumatiser. Putain, 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 putain. Mec, t'imagines, t'envoies ton fils ou ta fille, mec, en vacances et ça revient avec des histoires traumatisantes d'anges avec des marteaux qui te pètent la gueule. Ça, c'est Oui, horrible, oui, horrible, horrible, horrible. horrible, horrible.
Tu vas voir après où je vais en venir. Oui, je t'en Mais prie. ce type de frère qui te faisait le rappel, c'était ce qu'on pouvait appeler à l'ancienne établir ou c'était juste un musulman? Non, alors justement, parce que j'allais en venir justement sur Sahab Dawa, il y avait donc le courant, il était présent sur Marseille, mais la mosquée que Oui. je fréquentais à l'époque, elle est devenue, elle a été ancrée dans la Salafia par la suite, mais quand j'ai connu la mosquée, elle n'était pas dans la Salafia. Donc c'était un frère qui lui aussi, à un moment, donc, a suivi, c'est un grand mot, qui était proche de cette voie-là, Ah, mais pas comme on la connaît aujourd'hui, tu sais, pas comme on la connaît aujourd'hui. Et c'était quelqu'un qui m'a fait découvrir Riyad Salihin, en effet, et tout, tu vois. Mais on avait une autre mosquée à quelques centaines de mètres plus Ah, loin qui était Bouija. ancrée. Toujours ce livre maudit, Riyad Salihin. Riyad Salihin, les gars, c'est vraiment du b.a.-ba pour gamins, je vous le dis. Riyad Salihin, ça a pas été écrit pour un ado ou un adulte, ça a été écrit pour un enfant. On en est là, les gars, on en est là. Le jardin des vertueux de Nawawi, sérieusement, qui fait à peine 200 pages. Ah là. Dans Ashab Da'wa, où notre groupe, il y avait un groupe qui fréquentait cette mosquée, nous on fréquentait celle-là. Alors oui, tu sais, il y a eu des frictions parce que à l'époque on nous disait ouais, il ne faut pas les écouter et tout. Et moi je comprenais pas, je fais, attends, avec ces mecs-là, on a fait les 400 coups et on rentre dans la religion, il faut plus. Ah, t'as vu, mec? Donc la religion sépare. Aïe, Ah, aïe, il n'a aïe, pas aïe, aimé, aïe, il n'a aïe, pas aimé, il aïe, n'a aïe, pas aïe. compris. Il a dit comment ça? On a fait les 400 coups, tu parles maintenant, on ne doit pas les écouter. De quoi tu me parles, Harry? La Oui, oui, fitna oui. commence. Après, ça dit, c'est les apostats qui font la fitna. Non, 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 je suis désolé, je suis désolé. La fitna est déjà là, dans la religion. On se parle, tu vois, c'est-à-dire il y a quelque chose que même quand j'avais 18-19 ans, j'acceptais pas, tu vois. Donc oui, je suis passé par la salafia, mais sans jamais y adhérer en fait. D'ailleurs, j'ai toujours été considéré dans la mosquée que je fréquentais comme le vilain petit canard, tu sais, celui qui a toujours son mot à dire, celui qui Ah, un zindiq. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe, aïe. Ya Rabbak, le canard noir, il t'a dit, mec. Ah, le canard, le canard. Donc c'est ça, frère. En fait, les gens, pour les gens qui vont écouter la vidéo, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est toujours, mais toujours, ça faut pas l'oublier, il y a que Ruyen et Régulus qui vous donneront ce prisme analytique dans la binarité hétérodoxie, orthodoxie. Voilà. Donc dans la mosquée où il était, l'orthodoxie c'était la salafiyya. Donc lui, il incarnait l'hétérodoxie parce qu'il ne voulait pas s'aligner sur les positions consensuelles. C'était le vilain petit canard. Et en arabe, ça renvoie aux zindiq, l'hérétique. Voilà, tout simplement. Et personne ne vous donnera cette clé de lecture. Personne. Personne. J'ai jamais entendu une personne parler de ça. Alors, si tu peux nous situer géographiquement, ouais, excuse-moi Ismaël, nous qui venons pas de Marseille, du coup, tu vois, pour savoir un ouais, petit peu. Alors, tu as grandi dans quel quartier exactement et tu parles de quelle mosquée? Enfin, ouais. Alors moi, j'ai grandi dans le deuxième, troisième à Marseille. J'ai grandi juste en agglomération. C'est limitrophe entre le centre-ville et le début des quartiers nord. Il y a un grand quartier qui s'appelle Félix Piat à Marseille, où à l'époque, tu sais, bon, pour les anciens, ceux qui connaissaient les rapports, il y avait le troisième œil et tout. Il y avait la Villette. Et la mosquée qui était connue, c'était la mosquée du Boulevard National. Et la mosquée du Boulevard National, elle est très estampillée salafi. C'est à Ok. l'époque, les anciens se connaîtront peut-être Cheikh Abdel Hadi et tout. Et moi, c'est avec lui que j'ai connu. Enfin, j'étais dans sa mosquée avant même que lui-même soit dans la salafia, parce que la salafia, elle est venue bien après. Et, euh, et voilà. Et la mosquée, on va dire, les mosquées voisines, parce qu'on a pas mal de mosquées dans le centre-ville à Marseille, il y avait des mosquées de Sahab Da'wa, de Jamaat Tablir, et donc d'autres amis à moi fréquentaient cette mosquée. Donc pendant un moment, tu sais, on est jeunes, on a 17-18 ans, non, c'est moi qui ai raison, non, c'est toi qui. Tu vois ce que je veux dire, on était dans des débats, sachant que la veille, on était en soirée, et le lendemain, on est dans des débats qui nous dépassent. Je vois, je Ya vois. Rabbak, ya Ya Rabbak, Rabbak. c'est trop, mec, bezzaf. Donc c'est pour ça que quand tu vois les R TikTok qui te parlent, qui te font des débats et tout, peut-être qu'hier ils étaient en soirée. En soirée. Oui, Voilà, oui, mec, oui, oui. C'est voilà, comme là, les mecs comme Balti ou les mecs là, comme les voilà. Abou et tous ces mecs-là là, qui viennent, qui nous disent Ils oui, enfoirés, là. nous, on n'a pas pu rentrer en boîte et tout, discrimination. Mais de quoi vous nous parlez, les frères? C'est ça votre combat? Mais je comprends pas, moi, mec. Je te jure, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ya Jeddak, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais, mais c'est marrant, est-ce que si je peux me permettre, c'est marrant. En fait, je me vois beaucoup dans ce que tu dis. On n'a pas grandi dans la même zone géographique, tu vois. Moi, là où j'ai grandi, pareil. Alors, il n'y avait pas de mosquée, tu vois. Là, on a grandi dans une ville, c'était full quartier, il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de religion, il n'y avait strictement rien. Donc, il y avait quelques personnes qui faisaient
2-3 jours de jeûne en plein ramadan, c'est tout ce qu'il y avait, au grand maximum de la foi. Ouais, voilà, on était dans ça. Quand tu as faim, voilà, c'était Tu vois, c'est ça. le cas de nécessité. Là, faut manger, j'ai trop faim. Voilà. Je te jure. Mais en fait, pourquoi parce que voilà, alors, moi je suis de la génération 87. Donc ce que tu as vécu, je l'ai vécu aussi. Quand tu parlais de génération manga, Dragon Ball Z, de Club Dorothée, tout ça, voilà, on sait de quelle génération on vient. Le foot, c'était toute notre vie. Et puis le rap aussi. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, mais en tout cas, voilà, ça me parle beaucoup. Et d'autant plus pourquoi je te posais cette question, parce que les seules personnes qui étaient habillées chez Shia Ramis et qui rôdaient dans le quartier, etc., et qui faisaient Dawa, c'était Jama'at al-Tabligh. Oui. Sinon, à part ça, il y avait strictement personne. Il n'y avait même pas de structure. Donc, il n'y avait pas de mosquée. Il n'y en avait qu'une dans la ville où j'étais. Alors, moi, Tidafo, j'ai grandi à Saint-Pierre-des-Corps. Je ne sais pas si tu connais Saint-Pierre-des-Corps. C'est dans le combien? C'est dans le combien? C'est dans le 37. En fait, c'est plus les Parisiens qui connaissent. Parce que ça fait Paris, ça fait Orléans, Blois, Tours. Ouais, c'est Tours. Frérot, personne ne connaît ton coin. Personne ne connaît ton trou perdu. Arrête de parler de toi. Tu n'es pas l'invité. Tu es l'hôte. Laisse l'invité parler. Arrête de monopoliser la parole. Si tu m'écoutes, arrête de parler de toi-même. On s'en fout de ta gueule. Pas tout, ouais. Voilà, tu connais Tours, Saint-Pierre-des-Corps. Je précise que Saint-Pierre-des-Corps, c'est une modalité à part encore. D'accord, ok. Jouer les tours, Saint-Pierre-des-Corps, enfin bref, il n'y avait pas de mosquée, c'était vraiment en fait le néant et du coup ça arrivait petit à petit. Donc on a vu un peu le travail de Jama'at al-Tabligh, etc. Les discussions que parmi lesquelles tu disais, tu vois, que c'était un petit peu paradoxal, tu vois. Et du coup, ouais, non, mais c'est intéressant de savoir quand même que nous avons grandi dans un contexte qui était vraiment pas du tout religieux. Il n'y avait pas, généralement, il n'y avait pas d'éducation religieuse à la maison. Il n'y avait pas de structure pour accompagner en fait les enfants. Et Ouais. Comme si maintenant c'était le cas, ça qui me fume. Tu vois ça le problème en fait. Ils sont dans une matrix. En fait, ils sont dans une matrix. Les mecs, ils se disent, oui, bon, je sais pas, il y a beaucoup de gamins et tout. Ok, oui, il n'y a pas de souci, les frères. Mais c'est pas pour autant que, comme certains dans les spaces, ils te disent, ça y est, Marseille, c'est Dar el-Islam, normal, genre. Tu vois, normal. Je sais pas, moi, je comprends pas. Mais encore une fois, c'est normal en fait. Parce que les gens, ils comprennent pas que tu as un peu deux points de vue. D'ailleurs, aujourd'hui, même Ibn Taymiyyah, il t'a dit, hein. T'as dit le point de vue 1, c'est une majorité d'Allahistes, Dar al-Islam, mec. Et il te dit, dans l'autre cas, il faut appliquer la charia, mec, tout simplement. Voilà, il y a les deux visions qui existent et qui coexistent, tout simplement. Après, bien sûr, avec les théories modernes, hein, tout ce qui te parle, hein, terre de conversion, ou je ne sais, hein. Donc c'est ça le problème, frère. Exactement. il C'est existait que, l'école arabe, mais les gens se faisaient taper. Ouais, tu vois, vas-y. ils ont, parce que si tu es dans le prisme, on va dire, classique, tu es en porte-à-faux. Donc eux, ils sont obligés de s'inventer un cas ou de se mettre dans un cas ou de se dire qu'ils sont dans un cas qui passe. Ça me rappelle un peu comme le débat avec Mamar et Karim, c'est ça? Lorsque l'autre il lui dit oui, mais il faut aller faire les débats interreligieux et tout. L'autre il lui dit mais non, il faut s'occuper de la communauté. Voilà. C'est ça le problème, tu vois, trop de visions contradictoires, j'ai envie de te dire aussi. Les mecs savent pas ce qu'ils veulent. Yeah, Jed, c'est trop, mec, bzaf. Continue. Donc du coup, plus personne en fait allait dans ces structures pour apprendre quoi que ce soit. Certes, il n'y avait pas les supports que nous avons aujourd'hui, maintenant que nous pouvons en fait utiliser pour nos enfants. Et c'est marrant que tu me disais Alif Batafa, parce que c'est vrai que ça, on s'en rappelle généralement. La personne qui nous a appris ça, ou du moins, tu vois, ça reste ancré. Hein. Et, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais que tu étais donc le grand frère dans ta famille et tu avais deux sœurs, donc deux petites sœurs. Quelle était l'ambiance à la maison Ismaïl? Alors, comme je te dis, moi, mon père, tu vois, il a grandi à Marseille. Il est né à Marseille. Il est né en 52 et mon grand-père, il arrive en 46. Tu vois, c'est vraiment les premières générations, donc après l'après-guerre, qui sont venues en France et tout. Et mes tantes et oncles, à cette époque-là, ne connaissaient le mot halal, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Haram, d'accord, ça, on a tous appris ça. Mais halal, et, on est passé aussi par la décennie noire, donc en Algérie et tout. Bon, on a eu en plus, tu sais, comme pas mal d'Algériens. Si tu peux juste préciser pour les viewers, pour ceux qui nous regardent, la décennie noire, donc qu'est-ce que c'était en quelle année? Voilà, c'est la guerre civile qu'il y a eu dans les années 90. Avec le GIA. Voilà, entre le GIA, les groupes islamiques armés et tout, entre l'armée, il y a eu une guerre civile. Et dans cette guerre civile, il y a eu beaucoup de morts, dont des membres de famille de beaucoup de franco-algériens. Et donc là, déjà, j'étais très peu au bled. La dernière
Il est allé Est-ce que, rapidement. Il a survolé, est-ce il que, a fait speed, speed, est-ce que, speed, speed. Vite, au-delà vite. du speed, est-ce que tu as compris quelque chose? En résumé, est-ce J'ai que rien tu as compris. compris quelque chose? J'ai rien compris, mec. J'ai rien compris. Ah, Ya c'est allé Rabba. trop vite sur cette histoire de GIA et de décennie noire. C'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Trop vite. Trop, trop vite. Voilà. La prochaine fois, quand tu parles d'un sujet, dis: «Je ne connais pas». Parce que ou sinon, tu passes pour quelqu'un qui dissimule. Dissimule. Qui est le GIA? Qui sont le MIA? Voilà. Qui est le fils? Qui est Ali Belhadj? Jamal Zitouni. crois que j'y étais allé 3 fois jusqu'à mes 10 ans. Mmh. Et en 91, c'était la dernière fois que j'y étais allé jusqu'à 2004. Jusqu'à 2004. Donc mes OK. parents ne m'ont plus laissé aller au bled et on était complètement détachés. Ce que je veux dire par là, c'est donc on a été fortement touchés par ça. Et lorsque j'ai commencé la prière dans la famille, ça a été perçu, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est-à-dire, sachant Ah! qu'on était très famille à l'époque, tu sais, il y avait Mmh. mes grands-parents paternels, mes tantes et oncles et mon père aussi qui est parmi les aînés. Et tu sais, comme on se voyait tous les dimanches chez les grands-parents et tout. Mais moi qui ai commencé Salat, c'était perçu comme une folie. Tu as 17 ans, tu fais la prière, mais tu es devenu fou. Et c'est vrai que Extrémiste ou juste quelque chose, en non, fait, non, mais d'extraordinaire? c'était non, 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 pour eux, ça, j'étais dans l'extrémisme. OK. C'était, ouais, ça y est, c'est le futur GIA, c'est le futur. Ah! Donc, c'était très mal vu. Très jeune, je voulais me marier. Je voulais me marier et tout. Donc, à l'époque, donc, comme je t'ai dit, déjà sur Marseille, à part la communauté comorienne, qui, elle était déjà dans la prière. Donc, c'est une génération qui est venue après aussi, mais qui ont gardé leurs racines et tout. Parce que, comme tu dis, moi, j'ai pas fait l'école arabe et tout. Mon père, même pas, ça lui a traversé l'esprit un Mmh. jour de se dire, je vais mettre mon fils à l'école d'arabe. Mon D'accord. père, il m'a inscrit au ballon Stop. et voilà, c'est tout. Le, mais, Mec, tu sais, ça traduit quoi tout ça? Ça traduit que la première génération d'immigrés, en tout cas, si on prend son cas personnel, était pas dans cette volonté, tu sais, de te faire apprendre l'arabe à leurs enfants, de faire apprendre la religion à Oui, leurs ben, enfants. Tu vois ce que je veux dire bah ou oui, pas? ben c'est là, hein. Oui, Bien oui. sûr, bien sûr. Donc lorsque là, on a vu dans les rapports qui te disent oui, il faut faciliter l'apprentissage de la langue arabe, etc. Qu'est-ce que vous nous racontez, les frères? Vous allez nous, nous ramener dans le précipice. Tu vois, ça le problème, en fait. Ça. Horrible, Do horrible. Oui, donc moi, je sais pas, tu vois, comme tu as dit, lorsque de toute façon, lorsqu'on écoute, que ce soit les IQCN et compagnie, lorsqu'ils te racontent ces années-là, tous ils disent la même chose. Globalement, comme tu as dit, hein, la première vague d'immigration était globalement intégrée, ils étaient dans une orthopraxie minimale, hein, on va y revenir avec notre graphique, hein. Ouais. Et voilà, tout simplement. Donc, forcément que ça se passait bien. Parce que lorsque tu cherches l'orthopraxie maximale, tu rentres dans les problèmes, tout simplement. Et c'est même pas juste en France, c'est partout, en fait, tout simplement. Oui, dans le monde entier, c'est vrai. Oui, là où il y a l'islamisme. Je continue. donc, de notre génération, donc, tu veux te marier, tu te dis, mais vas-y, va trouver toi une fille qui fait la prière, qui porte le voile et tout. Donc, on s'est beaucoup, à l'époque, avec les petites connaissances qu'on avait sur Paris, toi, est-ce que tu connais une sœur qui veut se marier, blabla. Donc, quand la première femme que j'ai présentée à mes parents qui portait le gilbab, mes parents, ça y est, classe. Mes parents, ils sont montés, donc, je rappelle juste la date, Mmh. ils sont montés en septembre, c'était avant le 11 septembre 2001. C'était avant le 11 septembre 2001. Donc mes parents montent, on voit la famille, mes parents, ça, ils tombent de haut. Qu'est-ce que tu sais, c'est bon, mon fils, le fils, on l'a perdu. Il se passe le 11 septembre, et le 11 septembre, ça a été la catastrophe. Ça y est, c'est bon, Al-Qaïda, mon fils, il suit Ben Laden et tout. Moi, je ne savais même pas c'était qui Ben Laden à l'époque. Voilà, je l'ai connu comme ça. Ah! Et Tu vois, mec, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le R, il se dit dans la sunna, dans la salafia, il connaît pas les références. Il ne se tient pas au courant de qui sont les grands imams de son époque. Alors que, mec, regarde, mais c'est un truc de fou. Au Moyen Âge, mec, il y a toujours un connard, tu sais, qui habite à Basra ou qui habite à Nishapur, tu sais, dans des villes perdues. Non, bon, Basra, c'était pas une ville perdue, mais tu connais ou Khawarizm et tout, des villes d'Ouzbékistan, des villes du Turkménistan ou des villes, mec, de provinces d'Iran vraiment reculées. Ils connaissaient, mec, des savants de l'Andalousie. Tu vois ce que je veux dire, mec? C'est-à-dire, des gens de l'Orient, ils connaissaient des savants de l'Andalousie. Voilà, ils cherchaient la science loin. Ils cherchaient la science loin. Et c'est là où tu vois que vraiment le niveau actuel est bas, 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 bas. C'est-à-dire, mec, je ne connaissais pas Ben Laden. Voilà, alors qu'il était quand même une sorte de référence, dans la salafia à son époque.
Donc c'est vraiment, voilà, notable comme quoi, en vérité, son retour religieux, en vérité, il n'était pas profondément basé sur la recherche de la science et basé aussi sur une démarche rationnelle. C'était plus pour moi une quête identitaire. Voilà, moi je le dis comme ça, c'est comme ça que je le ressens pour l'instant. Mais bon, bref, je me suis marié l'année d'après, alhamdoulilah, euh, après j'ai décidé d'aller en Égypte. Donc j'ai décidé d'aller en Égypte, donc j'apprenais Alors, l'arabe, ouais. attends, excuse-moi, Ismaël. Donc, tu es parti en Égypte avec ta femme. Voilà, avec ma femme et ma fille qui avait 8-9 mois à l'époque. Ouais. Ok, donc un nouveau-né, t'es parti où t'es parti dans quel cadre? Pour apprendre la langue arabe ou pour apprendre le dîner? Alors voilà, voilà, c'était pour me perfectionner dans la langue arabe. Je suis parti en 2003, 2004, ouais, 2004. En Ok, fait, entre 2004 et 2010, j'étais en Égypte. Entre 2004 et 2010, voilà, ok, j'étais en pendant 6 Égypte. ans. Ok. Ouais, voilà, je rentrais, je Au travaillais. Caire ou là, Alexandrie? Que le Caire. J'ai fait que le Caire, même si je tournais un peu par la suite, j'allais voir certains chouyours là-bas. Mais voilà, je partais, j'ai étudié. Dès que j'avais plus de sous, je revenais en France. Ouais, tu me captes toujours? Ouais, ça a un petit peu. Je t'entends, mais il y a un petit peu de latence. Allô, Ça allô? va? Tu m'entends? Tu m'entends? Ah voilà. Est-ce que tu m'entends? Là, Ouais, je tu m'entends, t'entends, Ismaël? ouais, c'est bon, là, je t'entends. Ouais, il y a eu un petit bug. Là, attends, bouge pas. Je sais pas, tu es figé. Voilà. Ouais, toi aussi, t'avais figé. Là, c'est bon? Ça a l'air de revenir là. Ouais, voilà, c'est bon, là. C'est là d'être bon. 2025, c'est fou, hein. Internet, c'est pas. Vas-y, je t'écoute, Ismaël. C'est Donc, bon? je te disais, ouais, pendant 6 ans, je faisais des allers-retours. Mais bon, pour en revenir sur l'ambiance à la maison, au début, c'était très tendu. C'était vraiment très tendu. Mais après, bon, aussi, ouais, tu sais, quand tu as 20 ans, tu es très bête aussi. Tu vas frontalement avec tes parents et tout. Oui. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, mes parents prient. C'est le plus important pour moi, alhamdoulilah. Enfin, voilà, et, voilà, tu sais, tu es bête avant, tu vas frontalement, ouais, Allah il a dit c'est comme ça, le prophète il a dit c'est comme ça. Donc, voilà, je suis dur d'un côté, mon père il était dur de l'autre, ça nous a malheureusement séparés pendant un petit moment. Bon, après, quand tu apprends la religion, tu vas vite revoir ton père, et alhamdoulilah, c'est, voilà, à la fin, c'est-à-dire que aujourd'hui, alhamdoulilah, ils me soutiennent même dans ce que je fais. Donc, c'est le plus important pour moi C'est plus maintenant. important. Voilà. Mais au départ, ouais, ça a été vraiment tendu parce que la religion à Marseille, elle n'était pas du tout Ouais. répandue. Et même quand j'avais des amis de Paris qui venaient sur Marseille, ils me disaient, mais vous êtes dans un autre monde, quoi. C'est vrai que là, et même, Et à cette époque-là, Paris, ils étaient, enfin, je veux dire, en termes de oui, religiosité, il y avait déjà. voilà, ils avaient des années d'avance. C'est comme aujourd'hui, ils ont toujours des années d'avance Mais c'est bizarre, c'est pas l'image que nous avons quand même. Alors, je me perds, toi, tu es à Marseille, on parle de Paris, moi, je viens de Tours, une petite ville en province, etc. Certes, je te disais, nous, il n'y avait même pas de mosquée, il n'y avait pas de structure, il n'y avait strictement rien. Mais quand même, le peu que je vais sur Paris, que je vois certaines choses, nous, on est choqués en vrai. On se dit, subhanallah. Nous, par exemple, tu vas à Jouer les Tours, Saint-Pierre-des-Corps, surtout à Jouer les Tours, donc c'est la banlieue de Tours. On est une communauté musulmane, mais tu pètes un câble, on est nombreux en fait. Ouais. Et même en termes d'islamité, tu vois, et quand nous avons même des écoles et tout ça, mais quand on va sur Paris, parfois on est choqué de comment l'islam peut se Oui, bon, pratiquer. après Paris, ça reste la capitale. Tu vois, c'est la capitale et c'est immense. Mais quand nous, on Ouais, voit quand même les structures qu'il y a sur Paris, ouais. Tu te dis euh, là, Marseille, on est loin, ouais, voilà, on est on est en quand même retard. assez très loin. Voilà, et voilà, Marseille, encore jusqu'aujourd'hui, hein, nous, il y a la canicule, parle-nous de rien, on va à la mer et voilà, quoi, tu vois, Ouais. Ok, ok. Bon, on va revenir un petit peu après sur ton passage en Égypte, parce que c'est vrai que c'est important de savoir, parce qu'on ne sait pas forcément, derrière un imam, on ne se rend pas compte en fait, des sacrifices qu'il y a eu derrière. D'ailleurs, le rôle d'imam, on va en parler un petit peu plus de l'imama en règle générale, mais aussi des sacrifices qu'un prédicateur, qu'un imam, etc., qu'une personne de science peut faire derrière. Et après, Inch'Allah, on va prendre le temps en tout cas de rester un petit peu dessus, de parler un petit peu d'Égypte. Et je voulais savoir, dans ta famille, pour revenir un petit peu sur ton enfance, quel souvenir d'enfance aujourd'hui? un rêveur. Ouais, à l'époque, voilà, j'étais un rêveur, j'étais une tête en l'air comme pas possible. Mais quand je vois là, mes rêveurs dans le bon sens, hein, tu sais, c'est vrai que j'étais très distrait et tout. Tu sais, voilà, je sais qu'aujourd'hui, je suis diagnostiqué, tu sais, tout ce qui est TDAH et tout ça. Je suis très vite, je me disperse très rapidement. Zab, et à chaque fois, j'entends les gens, j'ai un HPI, j'ai un TDAH, j'ai je ne sais quoi. Les gars, Oui, oui. arrêtez de vous rendre intéressants. C'est bon, stop, arrêtez les frères, arrêtez. Bazaf, tu es dissipé juste parce que tu ne veux pas bien te concentrer. Arrête de trouver des excuses, s'il te plaît, stop, j'en ai marre. J'ai du mal à garder une concentration. Mais ouais, c'est à l'époque, j'étais un grand rêveur, quoi. J'avais des ambitions de folie. Mais ouais, mais j'y croyais pas aussi. J'y croyais pas. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. Mais ouais, j'ai une enfance que je regrette pas. J'ai grandi avec des amis, mais surtout avec un cousin avec. Tu vois, quand il parle, mec.
tu sens que l'imam, en fait, c'est juste une posture. Je dirais pas une posture, mais c'est juste un travail pour lui. Parce que il y a des gens qui incarnent, tu sais, la figure d'imam dans leur tripes, dans leur ADN presque. Lui, il te dit heureusement, pas heureusement. Moi, j'aurais été imam, mais vraiment dans le délire imam, j'aurais dit hamdoulillah ou birizqillah ou fi amanillah ou fi voilà, ou fi hikmatillah, dans la sagesse d'Allah, et c'est Allah qui sait mieux, et Allah a su, à travers le qadda wal qadar, ma prédestination, etc., me donner ce qu'il y avait de bien pour. Tu vois, là, il parle comme un mec lambda qui connaît pas la religion, qui a à peine ouvert Riyad Salihin et un livre de Mantiq, comme a dit Abdelhai. Donc c'est ça le truc, mec. Je comprends pas, mec. Tu dois m'expliquer. C'est quoi cette dissonance? Des fois, il y a des gens, ils occupent des fonctions, mais dans leur conversation de tous les jours, on dirait qu'ils ne sont plus rien. C'est comme si je parle à un médecin et d'un coup, il me dit: «Ah, tu t'es fait bobo, ah, fais attention, t'as pris froid». Un médecin, il ne te dit pas: t'as pris froid», ça n'existe pas, mec. Un médecin, il va te parler d'infection virale, d'infection bactérienne, de champignons, de parasites, de vers, voilà, il va te parler de carences, en vitamines, en oligo-éléments, mais il va pas te parler de «tu pris froid», mec, ça n'existe pas ce truc, et en plus quand il va te parler de mauvais œil. Tu vois? Explique-moi si tu es là, explique-moi, sinon je continue, mais voilà, c'est faux. Bon, je continue, Non, tu je dois sais pas. pas, je Ah. pense que c'est de la dissonance en vrai de vrai, tu vois? Et comme tu as dit, lui, peut-être il est tombé dans la prédication, il c'était pas ce à quoi il aspirait et puis voilà quoi. C'est J'en sais gay, rien, ça. faudrait lui poser C'est nul. faudrait lui poser la question, tu vois? C'est nul, frérot, c'est En nul, vrai c'est de vrai, nul, faudrait lui poser la c'est nul. question, je sais pas moi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai le même âge. Je considère comme mon frère, hein, tu sais, sa mère, c'est la sœur de mon père. Et enfin, voilà, je me suis, enfin, voilà, avec lui, je me suis régalé. J'ai pas eu beaucoup d'amis, mais voilà, le peu que j'ai eu, c'était vraiment des amis de De qualité avec qualité, qui j'ai ouais. j'ai toujours contact aujourd'hui, hein, C'est beau. alhamdoulilah. Et enfin, voilà, je sais que voilà, après j'étais le petit rigolo du groupe et tout, entre guillemets, le petit Agoun, quoi, tu vois. Voilà, Ah! voilà, le Pierre Richard et tout. Enfin, je sais que je Ouais. ne faisais pas exprès. Il y a des trucs, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, que je ne fais pas exprès. Mais voilà, mon enfance, voilà, c'était le distrait comme pas possible. Le distrait comme, voilà, c'était ce que je voulais faire, je le faisais. Tu crées des causes, ça fonctionne pas, moi tu crées les causes, tu Voilà, es en phase avec ce que tu as envie de faire, quoi. ouais, tu me laisses avec rien, tu me laisses avec un fil et un bâton, et voilà, je MacGyver, m'arrête. hein? Ouais, Heu, alors qu'est-ce que tu as mis du temps à comprendre, chez toi, Ismaël? Qu'est-ce que tu as mis du temps, tu vois, par exemple, là, tu m'as parlé du fait que tu étais rêveur, mais après on grandit et parfois on replonge, tu sais, on est nostalgique, on replonge un petit peu en arrière et j'aimerais bien que tu me dises aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis du temps vraiment à comprendre réellement sur toi-même? Alors, j'en ai voulu très longtemps à mon père. Enfin, pas j'ai pas non, c'est un grand mot en vouloir à son père. Mais, quand j'étais petit, j'étais frustré sur le fait, que mon père, c'est un commerçant. Il était commerçant et tu sais, il avait ses commerces à Camille Paletan, enfin, c'est le Barbès de Marseille, c'est le Belzunce OK. et tout là. OK. Il avait ses commerces là-bas et et sur Aix, aussi. Et chaque samedi, d'accord, il m'amenait travailler avec lui. J'étais dégoûté. Mais qu'est-ce que j'étais dégoûté, j'en pouvais plus. Je pleurais pour pas y aller, je pleurais pour pas y aller, je voulais pas y aller. Et il m'a dit: «Ouais, mais ça va t'apprendre la vie et tout ça». Moi, je voulais pas l'apprendre cette vie-là. Voilà, c'était comme je t'ai dit, moi, j'étais un rêveur. Laisse-moi dans mon monde, laisse-moi aller, mais c'est que vers mes 35 ans que j'ai compris que mon père, il m'a sauvé de la rue, en fait. Parce que la plupart aussi des amis, que j'avais, qui avaient un très bon fond, hein, certains sont morts ou alors ils sont en prison, tu vois? Donc nous, c'est vrai qu'on savait, quand même évaluer le Sombre, mec, sombre. Genre, il te sort ça normal. Je suis désolé, frérot, et moi, je vais pas sortir ça normal dans une conversation, mec. C'est pas C'est possible. Marseille, tu peux pas comprendre, on peut pas Mec, c'est parce comprendre. que On n'est pas de Marseille, à la base. Apparemment, c'est une autre Matrix. mec, mais je te jure, je peux pas sortir ça normal dans une conve et genre continuer, poursuivre sur un moment, tu vois, genre paix à l'heure à et tout. Il en a parlé normal, frère, ça a glissé, mais comme un savon, mec, sur une baignoire, je sais pas, mec, ça a glissé tout seul comme de l'huile. Bzaf, frère. Il te dit, il y en a en prison ou mort. Voilà, 2 options, frère, 2 options. Et le troisième, et que voilà, le troisième option, elle est rare. يا ربّك، يا ربّك. danger.
quand on sortait, on jouait au foot. Tant qu'on joue au foot, on joue au foot. Tu sais, on est là, voilà. Mais dès qu'ils partaient faire leurs bêtises, nous, on savait que, voilà. En fait, moi, quand tout à l'heure, je parlais des 400 coups, c'est on s'amusait, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais fait quelque chose d'illégal, j'ai jamais consommé. Jusqu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais fumé, j'ai pas connu ce monde-là non plus. En fait, voilà, le danger, on le voyait. Tu le côtoyais, mais sans y Voilà, on participer. le côtoyait. C'est vrai qu'on l'a vu, on le voyait, on était même choqués à notre époque. On se dit, oh, comment, tu sais, moi, dans ma tête, même pas ça me traversait l'esprit de voler un bonbon. Non pas par crainte d'Allah, mais je dis, mon père, il va m'exploser. En fait, c'était à cause de ça que je me disais, mais je pensais à mon père, je pensais pas à Rabbul Alamin, je pensais à mon père va me tuer. Et voilà, c'était Tu vas massacrer, c'est le risque, il était trop gros pour moi. Mais même le risque de ces gens-là, parce qu'ils avaient des parents qui n'étaient pas forcément tendres non plus. Mais en fait, mon père, voilà, c'est ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il m'a sauvé de la rue. Il m'a sauvé. Je lui en ai voulu pendant un moment parce que je pensais qu'il ne me laissait pas faire ce que je voulais. Mais de sa manière à lui, le fait que j'aille travailler le samedi avec lui dans sa boutique, que le dimanche, il m'amenait au marché pour travailler avec lui en hiver, comme en été et tout, c'est vrai que j'ai développé quelque chose. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Je l'ai mis à 35 ans. Donc, ça y est, alhamdoulilah, j'avais tous mes enfants. Et c'est quand, voilà, tu sais, quand tes parents te disent, tu comprendras quand tu seras parent. J'ai Tu mis, comprends, effectivement. j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, j'ai mis 35 ans à le comprendre. J'en ai 44 ans. Subhanallah. Voilà, Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu grandis dans un quartier, tu peux être rêveur, tu sais qu'il se passe des choses autour de toi, tu as une réalité économique, on va pas se mentir, tu as une réalité. Il y a une réalité qui est bel et bien là, surtout quand tu grandis. Alors, je sais pas si tu as grandi en ZEP ou enfin, tu vois, dans des. Donc là, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien du tout. Moi, je me souviens, on était dans un collège, on était sur liste noire, on faisait aucune sortie, tu vois, on sortait pas, on faisait strictement rien, quoi. Mais le fait d'avoir le foot, tu me parlais de rap tout à l'heure. J'imagine bien que le rap, même si bon, le rap à l'époque, c'était pas. Je parle en termes d'ambiance. Et là, bien évidemment, qu'on parle pas, on n'est pas en train de rendre ici. on ne fait pas la promotion. On fait pas la Ah, promotion du rap. mec, c'est de la folie. Voilà, on fait pas la promotion. Le giron, mec, c'est trop. J'en ai marre cette matrix. Ça te parle d'ambiance. Vous comprenez? Moi, je m'adresse aux spectateurs, aux auditeurs qui nous écoutent. Tant que vous ne comprenez pas la notion d'ambiance, la notion de giron, la notion de culture américaine, japonaise, culture quartier, la notion même de culture musicale, culture vestimentaire, vous ne comprendrez pas la composante, donc que ça soit sociologique ou communautaire et historique, quand les communautés musulmanes en France. Voilà, même en Belgique, en Suisse, et cetera. Et surtout en France. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui ne s'intéressent pas au rap entre les années 80, années 2010, je dirais, voire jusqu'à maintenant, ne pourront jamais étudier correctement la sociologie des populations et des communautés musulmanes en France. Et in extenso dans les autres pays, OK? Voilà. Loin de là, on discute juste de notre enfance, on fait des parallèles et on ouvre des réflexions. Mais je veux dire, ça t'occupait, le foot, ça t'occupait, le fait que ton père te ramène en fait avec lui sur les marchés, etc. Marché ou là? Ouais, les deux. Il avait ses boutiques et le dimanche, Il faisait on allait, le marché, ok. ouais. Ok, donc Voilà. voilà, pour vraiment que voilà. Et en fait, tout ça, c'était aussi pour t'occuper, parce que tu sais très bien que l'ennui il mène à la bêtise. Et si tu n'es pas structuré, tu n'as aucun cadre et tu n'as pas de passion, tu sais, bah c'est la rue à 100%. Exactement. Voilà, Tu vois. ce qu'il y a, c'est que moi, des passions, j'en avais. C'est-à-dire, tu vois, quand je te parlais de manga tout à l'heure, je dessinais aussi. Je pouvais rester, j'achetais des feuilles A3 et je pouvais rester Ouais. un après-midi, tu sais, à dessiner Dragon Ball Z et à refaire. Enfin voilà, je pouvais rester là-dessus, mais normal. Moi, dans la musique, j'étais pas tout à fait dans le rap, j'étais, on va dire, derrière les platines. C'était plus ça Ok, d'accord. qui m'intéressait. Et je pouvais rester aussi, pareil, des après-midi à Oui, essayer de c'était une créer sacrée quelque époque. Hein. chose et tout. Et en fait, quand je partais avec mon père, ce qu'il y a, c'est que je faisais pas ce que j'aimais. C'est que je faisais pas ce que j'aimais. Pour moi, quand j'allais à l'école, c'est pareil. Hein, c'est qu'est-ce que je fais là, tu sais, je me dis, je fais pas ce que j'aime. Et c'est pour ça que même des profs comprenaient pas. Mais ils me disaient, mais j'ai les capacités et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'ennuyais comme pas possible. Hein. Et ils voyaient que comment en t'ennuyant, tu as la moyenne et tu as. Ouais, c'est vrai, mais Ouais. l'école, ça me gonflait. Et après, donc, c'est pour ça que très tôt, j'ai arrêté et je me suis mis là-dedans. Je gagnais mes sous comme ça. En parallèle, je m'étais mis dans des formations plutôt dans le bâtiment. Mais enfin, voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu faire ce que j'aime. Je ne me voyais pas, avant même de connaître la religion, je ne me voyais pas dans ce cadre-là de 8h midi, 2h, 6h. Ouais, dans la contrainte et faire quelque chose que tu n'aimes pas. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas, pour moi, ça, c'était pas une vie. Et vraiment, c'est là où la religion elle est venue donner un sens à ma vie parce que vraiment, les hadiths qui me touchaient, c'était les hadiths de l'au-delà. De me dire qu'il y a une vie après. Il y a une vie après. Et quand notre grand frère à l'époque, il nous parlait de ça, bah, ça me touchait. Tu sais, c'était vraiment, je me rappelle comme si c'était hier, les premiers hadiths qui m'ont vraiment touché, c'était de savoir qu'est-ce qu'il y avait après la mort, tu vois, mais pas forcément les affres et tout ça, non, le sacrifice de cette vie pour l'au-delà. Voilà, Il y a quelque chose de plus voilà, important et voilà, et qui nous ça, attendrait. voilà, et c'est là que ça a vraiment que ma vie elle a pris un sens. Ma vie elle a pris un sens, c'était vraiment à ce moment-là.
Une petite question qui me vient comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Smaïl, tu en parles à tes proches, à tes parents, et tu reparles du passé, du fait que comment ils te voyaient à l'époque quand tu as commencé à faire la prière et quand tu es rentré dans la région? Ça vous arrive d'en parler à ce Oui. moment-là? Ouais, des fois, on en parlait avec j'en parle encore avec ma mère et tout, tu vois? Ou avec mon cousin aussi, parce que mon cousin, je te dis, c'était comme mon frère. Ouais. Mais, quand, j'ai commencé à, tu sais, à me mettre dans la religion, ouais, alhamdoulilah, tu sais, il a commencé à prier également. Mais tu sais, je venais un peu avec l'idée de: «Écoute, je sais tout, tu connais rien, de toute façon, voilà, tu es un ignorant et moi je», tu sais, tu as toujours le côté moi je, le côté, Ouais. voilà. Dans la surinterprétation. Voilà, et à l'époque, tu sais, on était à fond dans le PES. On était donc moi j'avais laissé les jeux vidéo, j'avais laissé tomber l'OM, j'avais tout laissé tomber, mais tu sais, j'étais devenu, tu sais, tout ça c'est Dounia, tout ça c'est, et à un Ok. moment, donc je vivais chez mon cousin là, et je dis: «Ah, ça y est, c'est l'heure de salat et tout», et eux, ils étaient en train de jouer à PES, et je dis: «Subhanallah, vous allez sortir de l'islam parce que vous avez préféré ce que», tu vois? Et Ah ouais. mmh, je pense, hein, parce qu'il avait un grand respect pour moi, que c'est pas le mec qui m'a pas démonté, c'est parce que voilà, c'est Ah! Et tu com ouais, Ruhen, je sais pas s'il est là, mais vous comprenez, en fait, c'est ça le truc. C'est que dans l'islam, tu as toujours le relou, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans l'islam, il y a des avis, il y a des divergences. C'est-à-dire qu'il y a une divergence dans les ibadat, donc dans les adorations. On va par exemple dans une école, donnée, ils vont te dire: «Tu es pas obligé de, faire la prière exactement, juste après l'adhan, tu peux la retarder, c'est une halali, Dieu te pardonnera si tu fais le repentir». Dans une autre, il dit: «Non, Dieu te pardonnera pas si tu l'as pas fait dans son heure, tu peux pas la rattraper». En fait, il y a des avis laxistes dans la religion et les avis donc, durs. Voilà, très durs même. Et donc du coup, quand tu as des mecs comme Ismaël qui littéralement vont te tekfir parce que tu n'as pas fait la salade à l'heure, toi, par exemple, tu es dans une perspective où tu suis un avis qui est un peu plus, laxiste, un peu plus, on va dire, relâché, cool. Tu vois Ismaël qui te fait chier, qui te casse les cacahuètes, tu as envie de te lever et de lui mettre une torgnole. Voilà. Et là, il s'en rend compte. Et là, il s'en rend compte. Et ça le problème d'Islam, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi comme avis juridique. Il y a l'avis juridique, dur, qui coexiste en même temps que l'avis juridique, laxiste. Mais c'est contradictoire et vous comprenez ce que ça fait dans les sociétés islamiques? Ça fait des guerres sans cesse, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Parce qu'ils te disent: «Oui, la divergence est une miséricorde», mais pas du tout! Parce que le mec qui suit l'avis 1, l'avis A, est convaincu que la vie A est vraie et légitime et que c'est lui qu'il faut suivre. Le mec qui suit la vie B, il le suit pas pour rien, il a ses raisons aussi. Donc les 2 sont convaincus que leurs avis valent le coup plus que les autres avis, sinon ils suivraient les autres avis, logique. Donc quand ces 2 là se retrouvent dans un même espace commun, au niveau du même sujet concerné pour le coup, qui est le fait de faire la prière ou autre, bah, ils se vont te retrouver en confrontation. Et ça peut très mal finir et dans l'histoire, ça s'est très mal fini entre plusieurs, musulmans qui appartiennent à des écoles différentes. Et oui. Surtout quand tu joues au foot comme ça. ouais, voilà, tu vois, Ouais. c'est bon, vas-y, arrête de faire ton pied, mais arrête de faire ça. Et après, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec le temps, entre guillemets, on s'est assagi. Euh, je pense pas que c'était une mauvaise intention de notre part non plus, parce qu'on voulait tellement le bien, on voulait tellement la guider. En fait, ce qu'on avait, ce Mm. que je ressentais, je voulais tellement le partager, mais je le partageais très mal. Ouais, il n'y Je- avait pas la forme en fait. En fait, tu voilà, partais d'une bonne niya, mais il n'y avait pas la forme qui allait ah ouais, avec. mais loin, 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 loin de là, tu vois. Et donc ça aussi, hein, c'est parmi les choses que j'ai mis du temps à comprendre. En fait, tout simplement parce que je me suis rappelé qui j'étais, en fait. Mm. Je me suis rappelé qui j'étais et que si moi on était venu me parler à cette époque-là, où comme je t'ai dit, c'est à peine si je connaissais le mot, moi je connaissais que le jeûne. Salat, pour moi, tu vois, si tu l'as fait, c'est bien. Si tu fais la prière, c'est bien. La shahada, et moi, je parle même pas algérien, hein, tu vois, c'est-à-dire que je suis parti en Égypte justement pour apprendre Le l'arabe, Fusha, ouais, voilà, pour direct. apprendre le fusra. Moi, l'algérien, je le parle même pas. Ma langue maternelle, c'est le français. Je parle français chez moi, je parle français avec mes parents. Mes parents, ils parlent français entre eux. C'est mon père qui, lui, parlait arabe avec ses parents. Mais voilà, moi je ne le parlais pas. C'est, euh, donc juste pour rappeler en fait qui j'étais, et j'étais à fond dans la musique, j'étais à fond dans le rap, j'étais à fond dans le foot, j'étais à fond dans les mangas, j'étais à fond dans les jeux vidéo et tout. Et je me dis, ben, en fait, aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui, peut-être pas, on n'a pas peut-être les mêmes passions et tout, mais ça reste la même chose. Et que si toi, tu vas frontalement comme ça, eh ben voilà, ils vont pas t'écouter. Donc, des fois, il faut comprendre le monde dans lequel ils sont, Mm. accepter ça. Et comme en fait, le grand frère, il a fait, hein. Le grand frère, comme je te dis, hein, on partait en soirée, mais le soir, on était chez lui, hein. On était chez lui. Mais, je sais pas si c'était volontaire de sa part, mais en attendant, on aimait bien, hein,
Mmh. C'était le barbu qu'on aimait bien côtoyer. Il était pas comme les autres. Les Ouais. autres, tu pas invité, ils te regardaient tous de travers et tout. Nous, on allait à l'Arisha et on revenait à Fajr à la mosquée, on était sapés. Voilà, je vais pas faire la chanson, mais Mmh. voilà, c'était. Et, euh, et le fait qu'on ait Ah, quelqu'un ouais, qui nous ait genre. écoutés, qui nous ait, ben, jusqu'aujourd'hui, tu vois, tout. Tu vois, c'est ça que les gens ils comprennent pas. Il a suffi d'une personne pour faire la différence. Une seule personne qui écoute. Et ça fait la différence. Yazah, yazah, yazah. Putain, putain, putain. Tout le groupe de frères qu'on est, ben, on le porte encore trop dans notre cœur. Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Ismaël. Moi, je pense que c'est important. Aujourd'hui, je trouve, hein, en tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que parfois, il y a un décalage entre des prédicateurs ou des imams de certaines mosquées qui ne connaissent pas la jeunesse, ou alors cette personne-là vient d'une autre génération, ne connaît pas forcément le monde. Quand je dis le monde qui l'entoure, je parle des codes, je parle des mœurs, etc. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça crée un décalage, effectivement, pour y mettre la forme, tout simplement pour faire le rappel. Que quand tu as des jeunes, ce que tu dis là, je le comprends tout à fait. Je suis en 87, on n'est pas très éloigné, on a grandi Oui. dans une époque, on a connu, je pense, en termes de technologie, de pop culture, on a connu à peu près la même chose en soi. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, tu vas avoir une approche qui va être totalement différente. Et moi, je me retrouve avec des gens de mon âge qui ont sacrifié des 6 ans, des 4 ans, des 5 ans aussi à Château-Chinon ou en Oui. Égypte, ou alors directement en fait à l'université de Médine. Et du coup, qui savent parler parce qu'ils viennent du même monde que nous, du même environnement que nous, et surtout, ils le comprennent, cet environnement-là. Tu vois? Et je pense que la question que je voulais te reposer, c'est est-ce que pour toi, c'est la clé, du coup, surtout quand tu es imam, prédicateur ou autre, du moins quand tu veux faire le rappel en fait à ta communauté? Ben, c'est ce dont je me suis rendu compte, justement, parce que ben, quand je te parle de ce grand frère, c'est un grand frère qui est né à Marseille, qui est né en France et qui a grandi à Marseille voilà, qui connaît les codes. Et, euh, et quand moi j'ai pris cette responsabilité d'imam, parce que tu sais, tu l'apprends malgré toi en réalité, hein. Toi, tu pars étudier, et quand tu pars étudier, tu reviens, on te dit, ouais, on cherche un imam pour le ramadan, pour le tarawih, ou quoi. Et donc ça commence comme ça, tu sais, est-ce que tu peux pas en a personne, est-ce que tu peux, bah, toi tu viens, bah, vas-y, donc tu lis, parce que ça y est, tu sais lire, je le faisais même pas de tête à l'époque, je faisais de tête ce que je connaissais, mais ce que je connaissais pas. Mais comme je lisais avec une certaine fluidité, donc, et que j'avais appris les règles de tajwid et tout, donc voilà. Mais après, de là, les gens, ils te voient comme imam, mais toi, tu ne te vois pas comme imam. Toi, tu es venu remplacer quelqu'un qui, voilà, tu vas faire un Jumu'ah parce que, ouais, on n'a personne ce vendredi, ouais, demandez à tel frère, ouais. Les gens, ils s'en fichent. Du moment que le Jumu'ah, il est assuré, peu importe qui l'a fait, mais les gens te voient comme imam. Donc, quand tu as fini le Jumu'ah, les gens Non, viennent te voir, te t'écoutes Ruhen la Matrix ou pas? T'écoutes la dynamique? Oui, Très, oui. très sombre, Très, très sombre. très, très sombre. poser des questions. Et ce qu'il y a, c'est ce qui, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire le Jumu'ah de manière un peu plus régulière, j'étais plus régulier dans le Jumu'ah, il commençait à avoir beaucoup plus de jeunes dans les mosquées à Marseille. Je ne suis pas le seul, hein. Il y avait d'autres frères de mon âge qui commençaient à. Il y avait des mosquées de jeunes. Ces jeunes qui viennent te voir et ils te disaient tous, ouais, mais je préfère en parler à toi. J'ai rien contre les imams du bled, mais ils ne comprennent pas. Et encore une fois, hein, en disant ça, je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur les imams qui viennent. Voilà. Mais eux, en fait, c'est bon. Ils savent que toi, tu es passé par là. En fait, c'est bon. On a connu les mêmes plages, on a connu les mêmes rues, on a connu le stade Vélodrome, on a connu donc tout ça. Ils se disent, ouais, c'est bon, lui, il a connu ce que je ressens aujourd'hui. Donc, il pourra mieux me répondre par rapport à ça. Et ça, oui, ça a été une force. Et même si tu regardes la plupart des prédicateurs aujourd'hui, enfin, non, aujourd'hui, je pense qu'on est passé sur notre ère, mais il y a 10 ans en arrière, les premiers prédicateurs qui étaient sur le net et tout, le succès qu'ils ont eu, c'était parce que aussi ce sont des gens de France qui sont nés en France, qui ont grandi en France et qui ont répondu à des problèmes